Là, c'était mon 6e combat à l'UFC. Il y a des belles règles quoi, dans ce sport. C'est pas comme le foot, ils rêvent toute leur vie et après ils disent qu'ils se sont fait les ligaments. Quoi. Yeah, feel like John Moran. Need a triple double. Told him check the stats. Yeah, I got a couple. I don't drop the ball. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Feel like John Moran. Need a triple double. Told him check the stats. Yeah, I got a couple. I don't drop the ball. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Yeah, I need it now. Told him on the lay. I've been moving dog. Yeah, I'm on the way. I don't hear the talk. Don't care what they say. I don't got no patience. I can't ever wait. I've been trying to get it. Running up all these digits. And I've been in the gym. I've been up doing minutes. I just put in that work. Told them it's strictly business. And I see through the face. They all just burning bridges. Feel like John Moran. Need a triple double. Told them check the stats. Yeah, I got a couple. I don't try to ball. Comment tu te sens là après une bonne journée de combat? Bah, je me sens bien, ça va. Hein. Ça va, je me sens bien. J'ai un petit bobo au pied, mais c'est pas grand-chose. Ouais. Sinon, ça va. Alors tu peux nous dire comment c'est arrivé là? C'est arrivé au dernier round sur mon dernier low kick. Je lui donne un low kick, il fait un retrait de jambe et c'est le bout de mon pied qui tape. Et j'ai senti un peu de coup d'électricité dessus. Bon, apparemment, c'est pas cassé, mais on va faire des examens approfondis. Tu dis apparemment, c'est pas cassé. Ouais. D'expérience, tu dirais que c'est pas cassé? D'expérience, je dirais que c'est pas cassé, mais je boite quand même. Parce que j'ai déjà cassé mon pied, mais l'autre côté, le pied gauche, et ça avait rien à voir que là. Ah oui. Ouais, c'était gonflé comme ça, j'arrivais pas du tout à marcher. Et alors que là, hier, j'ai marché, ce matin, je marchais aussi, un peu dans le dur, mais parce que toute la nuit, le pied il était levé, mais sinon, ça va. Ce combat-là, à quoi tu t'attendais? Comment ça s'est passé par rapport à tes attentes et ta préparation? Bah franchement, avec mon équipe, on avait dit ce qui allait grossièrement se passer, hein, qu'il allait tester la boxe au début, parce qu'il croyait qu'il était plus fort et qu'il allait lutter après. Et c'est ce qu'il a fait en fait. Il a voulu me plaquer contre la cage. À chaque fois que je faisais des beaux échanges, il me plaquait contre la cage. Après moi, j'étais à l'aise contre la cage, je me sentais pas en danger. Je me replaçais, je mettais des coups, des genoux. Des fois, je le retournais, je réussissais à l'emmener 2 fois au sol. On s'attendait à ça. Alors tu disais qu'il se croyait plus fort. Qu'est-ce qui t'a fait dire ça? Bah déjà, c'est ce qu'il a dit en interview, que son striking était meilleur que le mien, que ci, que ça. Et voilà, je sais pas, je suis passé en interview juste après lui et ils m'ont dit ouais, ton adversaire est super confiant. Si, bah après, c'est normal, hein, s'il accepte le combat, c'est normal qu'il soit confiant. Mais on s'attendait à ça parce que c'est un striker. Et forcément, un striker, il va d'abord tester en striking et après lutter. Tu sais d'expérience personnelle? Ouais, je sais. Et justement, est-ce que le MMA, c'est pas tu vois, une lutte contre son ego, justement? Tu vois, de ce point de vue-là? Bah, un petit peu. Parce que c'est vrai que si on a trop d'ego, et bah, on risque de perdre à ce jeu-là. Parce que des fois, on se fait surprendre. Donc il ne faut pas en avoir. Le MMA, il y a plein de possibilités de chemin vers la victoire. La lutte, le sol, la boxe, le cage control. Donc il ne faut pas en avoir. Toi donc, tu as commencé Le MMA à 15 ans? C'est ça. Ouais. Un peu plus jeune. Un peu plus jeune même. Ouais. Ton premier souvenir de MMA, c'est quoi? Mon premier souvenir, bah, je dirais la première fois que j'en ai fait dans une cage. J'avais 14 ans et franchement c'était une belle expérience. Et après j'ai un bon souvenir aussi, c'est mon premier combat. C'était en Belgique, en amateur. J'avais 15 ans et j'avais gagné mon combat. Et ton premier souvenir de bagarre? Bagarre? De rue? Bagarre tout court. Je venais de commencer tout juste le full contact. Et bon, maintenant la personne c'est une amie, c'est un ami, une amie. Et je sais pas, il me cherchait tout le temps et je lui dis bah viens, il m'a dit viens on se bat à la sortie, je dis vas-y. Et mon combat, on est sorti dehors, on a combattu, et lui faisait du judo et à la fin il m'a mis une balayette
Et je me suis relevé et on a remis des coups et après on a dit allez stop. Ouais, c'était un vrai combat à la loyale en fait. C'était un combat à la loyale, on avait un combat des MMA dans la rue. D'accord. Et d'où ça vient à ton avis chez toi ce sens? Tu vois, faut être attiré par ça. En France, c'est spécial. On n'a plus trop la culture de la baston. Bah moi, c'était pas vraiment la bagarre en fait. C'est un sport de combat, donc il y a des coups, donc on peut dire que c'est un peu de la bagarre malgré que c'est très technique. Moi, c'est surtout ce qui m'intéresse, c'est la compétition. Je suis quelqu'un de compétitif dans la vie et ce que j'aime le plus, c'est la compétition. Et la compétition aussi en combat. Voilà, en combat par contre. Ouais. Oui, oui, parce que c'est spécial quand même. Tu vois, pour être attiré par ça, la voie de la facilité, c'est le foot. Ouais. C'est là. J'ai fait du foot aussi, étant petit. Mais ouais, j'ai préféré la boxe. C'est un autre chemin. C'est une bonne école, une école de rigueur, de respect. Voilà, il y a des belles règles quoi, dans ce sport. Plus qu'au foot, tu penses? Ouais. Ce que je dirais au foot, en fait, tout le monde veut percer. Tout le monde veut devenir professionnel. Et du coup, les règles, elles changent. En MMA, je dirais que maintenant, il y a plus de monde qui veulent devenir professionnel. Mais quand même, il y en a qui réalisent que c'est pas fait pour eux. Donc, c'est pas comme le foot, ils rêvent toute leur vie et après, ils disent qu'ils se sont fait les ligaments, quoi. Est-ce que tu n'aimes pas faire comme les autres? Ouais, j'aime pas faire comme les autres. Il y a des choses que je vais pas avoir honte de faire comme les autres. Au niveau de la com, j'aime bien la com de Morgan Charrière, la com de Saladin, Parnasse. Et j'aurais pas honte à leur dire, les gars, je vais vous copier, je vais faire un truc similaire. Il faut savoir s'inspirer aussi. Londres, c'était la première fois, tu me disais, que tu arrives à Londres. Est-ce que tu as voyagé plus avec le combat que dans ta vie perso? Oui, parce qu'en fait, à chaque fois que j'ai fait des camps, ou à l'époque, quand j'étais un peu plus jeune, genre j'avais la vingtaine, quand j'avais 21 ans, c'était la première fois que j'allais aux États-Unis. En fait, dans ma tête, je me disais, je faisais un camp, je m'entraînais 2 fois par jour, mais en même temps, c'était les vacances. Alors qu'en fait, c'était un camp d'entraînement. Mais oui, j'ai pas mal voyagé. Après, hors combat aussi, j'ai voyagé parce que j'aime bien voyager. Mais avec les combats, c'est vrai que j'ai pas mal bougé. T'es vraiment, je trouve, l'incarnation de la force tranquille. Ouais. T'es quelqu'un de discret, de vraiment... T'as toujours été comme ça? Ça a toujours été ton caractère? Ça a toujours été mon caractère, ouais. Même quand j'étais petit, j'étais un peu trop gentil, mais j'ai toujours aimé la discrétion. C'est comme ça qu'on m'a éduqué. Toujours rester dans notre coin, on a une famille tranquille, pas d'histoire. Voilà. Et donc tu en as cherché dans le combat? Ouais, c'est ça. Tu as rapidement voulu devenir, voulu en vivre, devenir pro là-dedans? Oui, après en fait, c'est venu un peu tout seul. En vrai, je n'ai même pas calculé. C'est venu tout seul jusqu'à un certain moment où j'ai dit bon, ça y est, j'arrête tout, je fais que ça. C'est surtout quand j'ai signé à l'UFC que j'ai dit ça. En 2017, j'ai fait le choix entre la boxe pied-point et le MMA, parce que j'avais le choix de combattre au Glory, mais j'ai refusé. Et du coup, j'ai choisi de combattre en MMA. Et juste après, je me suis dit que maintenant, j'allais faire que du MMA. Qu'est-ce qui t'a motivé dans ce choix? Est-ce que en gros, le pied-point, c'est mort? Et déjà, à l'époque, tu sentais ça? Est-ce qu'il y a un truc de ce côté-là? Ouais, il y a un truc de ce côté-là, mais c'est surtout, en fait, je revenais d'un combat. Je me rappelle, en septembre 2017, j'avais combattu au WWFC en Ukraine. Je rentre de mon combat, une semaine après, je retourne à l'entraînement, j'avais aucune blessure, j'avais gagné rapidement. On me propose de combattre 3 semaines après au Glory, j'accepte. Et l'année d'après, on me propose de combattre une semaine après un combat au Glory. Et j'ai dit non, là c'est bon, je refuse, je veux faire que du MMA. J'ai pas voulu répéter ce truc-là. En plus, j'avais fait un bon combat au Glory et ils voulaient carrément me signer après, mais j'ai décidé de refuser. Ils payent bien au Glory? Non, pas comme l'UFC. Moi, j'avais pris, pour mon combat, j'avais pris 1500 à l'époque. Ouais. Le Glory. Mais après, je prenais pas beaucoup en MMA aussi à l'époque. C'est vraiment à l'UFC que j'ai commencé à toucher des belles primes. D'accord. Mais c'est vrai qu'il faut remonter quand même vachement. Enfin, à ma connaissance, l'UFC, peut-être les tout premiers UFC, ils payaient pas aussi peu, quoi. Pas, ouais. Oui, non, enfin,
Tu veux dire similaire à la prime du Glory? Ouais, 1500, c'est, enfin, t'étais déjà un combattant. Il y avait des places aussi que je devais vendre dedans. Oui. Donc c'était la street un peu. Ouais. Pourquoi le pied-point c'est mort à ton avis? Et je dirais que c'est une question de... C'est le moment en fait. Chaque chose a son time, son temps. Je pense que le temps du pied-point, il est passé. Et je pense aussi parce que le MMA avec l'UFC, avec... En fait, l'UFC, il tire toutes les autres organisations plus haut. Je pense que l'UFC, c'est l'exemple, c'est les numéros 1. Et il tire tout le monde vers le haut. Bellator, PFL, Ares, d'autres organisations. Et en fait, ils sont plus sérieux. Je pense que c'est le sérieux qui a payé et c'est l'organisation qui a payé. Et c'est pour ça que, par exemple, le pied-point, ça marche très bien au One FC, parce qu'ils sont sérieux, c'est une organisation. Mais en France, moi, je dirais que la boxe pied-point, c'est plus comme avant. C'est cuit, ouais. Et tu as une histoire aussi avec la boxe anglaise. Ouais. Tu peux nous raconter ça, ouais? Parce que là, pour le coup, on est d'accord, la boxe anglaise, c'est pas mort. Non. Alors, un peu, je dirais en France, pareil, la boxe anglaise, ça... Bah, moi, mon père, il était boxeur professionnel. Quand j'étais plus jeune, je me rappelle, j'allais de temps en temps avec lui à la salle. Il s'entraînait pas, mais il me ramenait juste à la salle, je mettais les gants, tout ça. J'étais jeune. Après, je voulais faire de la boxe anglaise. Ma mère, elle ne voulait pas, elle me disait pour les coups et tout, machin. Elle a retardé les choses. Mais ouais, la boxe anglaise, je kiffe. Là, ça fait 2 ans que j'en fais maintenant. Avant, j'en faisais pas du tout. Là, ça fait 2 ans que j'en fais et je sens que je progresse bien en boxe anglaise. D'accord. Alors, pourquoi tu l'as inclus maintenant seulement dans ton entraînement, la boxe anglaise? Et ouais, c'était quoi le déclic? Le déclic, c'est qu'avant un combat, il y a 2 ans, contre Luigi Vendramini, je me suis pété le ligament collatéral latéral du genou. J'arrivais pas à marcher pendant 1 semaine et je combattais dans 3 semaines. J'ai fait ça 1 mois avant le combat. Du coup, j'ai mis 1 semaine avant de reprendre les entraînements et j'arrivais plus à envoyer les jambes. Mes défenses lutte, si tu me tirais la cheville, bah, je tombais direct parce que ça me tirait sur le ligament. Et du coup, pendant le combat, j'ai fait que de l'anglaise en gestion, un peu comme le combat d'hier. J'ai beaucoup géré avec mon jab à distance. J'ai gagné le combat comme ça. Et après, je me suis dit, en fait, ça ne va pas de gagner des combats comme ça. Il faut développer l'anglaise, il faut être plus agressif, il faut savoir bouger. Et surtout que l'anglaise en MMA, bah, la majorité des KO en MMA, c'est avec les poings. Donc, j'ai décidé de faire de l'anglaise. Parce que déjà, j'étais blessé au genou. Et je me suis dit qu'il fallait que je m'améliore. Et mon coach d'anglaise, Faisal Omrani, bah, il m'entraîne super bien, il me tire vers le haut. C'est à l'ancienne. Et à l'ancienne, ça rigole pas. Et qu'est-ce que ça, en 2 ans, là, c'est à peu près le temps qu'il faut, je ne sais pas si tu es d'accord, qu'il faut pour arriver à passer vraiment bien au combat ce que tu apprends à la salle? Non? Est-ce que tu es d'accord avec ça, toi? Ou est-ce que pour toi, c'est plus rapide? Ou j'ai remarqué en général? Non, je dirais ouais, que chaque chose en son temps, parce que malheureusement, en MMA, on ne peut pas faire que de la boxe anglaise pour se préparer. Moi, avant, j'en faisais 1 fois ou 2 fois par semaine. Cette année, je suis passé à 3 fois par semaine, parce que maintenant, là-bas, il y a des grands sacs, je peux même faire de la boxe pied-point, par exemple. Mais non, ouais, chaque chose vient en son temps, de toute façon. Il faut un peu plus de temps, il faut combattre aussi. Là, depuis septembre, je n'ai pas combattu, avant hier soir. Donc, avec les combats, on s'améliore et on voit ce qui marche pas. Et on peaufine. C'est ce que tu aimes justement, peaufiner, parce que le travail du détail, en MMA, c'est infini en fait. Ça se finit jamais, ouais. C'est ça qui est bien, c'est qu'on n'arrête pas de progresser. Surtout que le niveau, il fait que d'augmenter d'année en année en MMA. Il y a des nouvelles techniques. À chaque fois, on regarde un combat. Et souvent, chez les amateurs, on voit des nouvelles techniques qui marchent. Et ça peut venir chez les professionnels. Ou alors un athlète pro qui va faire dans un combat une technique. On va la tester à l'entraînement, on va la peaufiner, on va voir ce qui peut marcher pour nous. Comment ça se passe, toi, l'entraînement dans ton club, là où vous êtes, justement? Le rapport entre les professionnels, les amateurs? Est-ce que tu trouves qu'il y a plus d'amateurs qu'avant qui veulent passer pro?
Est-ce que ça a vachement bougé là depuis la légalisation en France? Oui, oui, ça a vachement bougé, hein. Moi, je me rappelle de mes débuts. En MMA, il y avait par exemple que Yanis, Zach et moi qui combattons. À l'époque, on combattait en MMA, mais en pro déjà. Moi, en fait, j'ai pas fait d'amateur quand j'étais majeur, mais j'ai fait tu sais, j'ai combattu en junior, en cadet, donc c'est ça qui m'a permis de progresser aussi. Mais je suis passé directement professionnel. Mais oui, par exemple là au Climax Fight Academy, là où je m'entraîne, il y a pas mal d'amateurs qui vont passer pro, je pense, d'ici un an. Et ouais, nous on est peut-être 4-5 pros à s'entraîner et il y a 4-5 amateurs aussi. Et qu'ils ont un bon niveau. C'est vrai, ouais. Ouais. Ils font donc toutes les compétitions amateurs, parce que maintenant la grosse différence avec toi, c'est que même tu ne pouvais pas combattre en amateur en France. Non, en vrai, j'aurais pu, je pense, à l'époque. Mais c'était pas en MMA, ça aurait été en pancrace. Moi, je faisais les championnats de France de pancrace, je les ai gagnés 3 fois d'affilée. Après, l'année d'après, je suis passé pro. Mais ils font pas tous les championnats, nous, les amateurs de notre club, mais ils font beaucoup de combats. Ils font beaucoup de combats, que ce soit en Suisse, même en France, dans les galas. Et pour l'instant, on n'est que en positif. Donc ça va. Ton histoire avec l'UFC, comment ça a débuté? La première fois où tu signes avec l'UFC, comment ça se passe et dans quel état t'es? La première fois, alors je travaillais durant l'été en animation. J'avais fini, c'était tout le mois de juillet jusqu'à début août. Et à l'époque, j'avais un combat contre un vétéran UFC au GMC. Et je me rappelle que l'UFC avait dit à mon manager à l'époque, encore un combat et il me signait. Mais il fallait que je combatte contre un top. J'étais à 10, j'étais à 10-2 à l'époque. Donc c'était un beau palmarès. Et je m'entraînais. Après le combat, il a été annulé. Et 2 semaines après, je crois c'était vers les alentours du 19 août, on m'appelle et on me dit ouais, tu vas combattre à l'UFC dans la carte de Khabib Poirier. Au début, j'y croyais pas, je croyais que c'était une mauvaise blague. Et carrément, après, je suis rentré chez moi, j'étais heureux. Et voilà, ça s'est déroulé comme ça s'est déroulé après. Tu es arrivé à rester concentré sur le combat parce que l'effet UFC, effectivement, ça peut déstabiliser certains. Je suis resté concentré, je me suis fait surprendre sur la stratégie de mon adversaire. Je ne m'attendais pas du tout à ça, je ne connaissais pas encore ce monde-là de stratégie. Le monde du haut niveau, c'est très malin, c'est dans le détail. Et je suis resté concentré, mais j'étais quand même un peu émerveillé. J'avais 22 ans, pour moi c'était un rêve, quoi. Comment justement tu as évolué au fur et à mesure des combats à l'UFC? Je dirais que c'est une question d'habitude. Mais ce qui m'a le plus bloqué, moi, à l'UFC, c'est le fait de ne pas perdre. C'était plus gagner, mais de ne pas perdre. En fait, parce qu'on sait très bien que ce qui est important à l'UFC, c'est la victoire dans les combats. Bien sûr, il faut la manière, quand il y a le show, tout ça, les finishes et tout, l'UFC préfère. Mais ce qu'ils aiment le plus, c'est les victoires. Parce que tu prouves. Parce que tu peux faire du show, mais tu perds. Après, ils vont te mettre de côté, quoi. Donc ça m'a un peu bloqué. Mais au fil des années, je m'améliore de combat en combat. Et je me libère un peu plus à chaque fois. J'ai encore un peu le frein à main levé, mais on va le desserrer. Et non, franchement, je me sens bien maintenant. L'UFC, pour moi, c'est normal, quoi. T'es à la maison. Voilà. J'ai l'habitude, quoi. Alors, c'était ton combienième combat à l'UFC et t'es jeune encore. Je t'avais dit hier en conférence de presse, ouais, t'as 26 ans, donc c'est énorme, quoi. T'as ta carrière devant toi, en fait. Ouais, mais ça passe vite quand même. Là, c'était mon 6e combat à l'UFC. Moi, j'ai signé, j'avais 22 ans. Ouais, 22 ans passés. Et là, c'était mon 6e combat. C'est bien, en 3 ans et demi, j'ai fait 6 combats. Je pense j'aurais pu en faire plus. Bon, il y a eu le Covid déjà qui a bloqué un peu. Il y a eu des annulations de combats. Mais sinon, ouais, ça va, c'est pas mal. C'est correct, surtout que j'ai 4 victoires sur les 6 combats. Sur mes 5 derniers combats, j'en ai gagné 4. Donc c'est pas mal. Et tu nous as fait un petit phénix, en plus, un petit suspense. Tu avais été remercié par l'UFC, tu as été re-signé après. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que
pour toi? Le fait que j'étais cuté, Ouais, déjà. déjà j'étais à 2-2, 2 victoires, 2 défaites. J'avais enchaîné 2 victoires d'affilée, mais c'était pas des… Contre Jamie Mullarquez, c'était un bon combat qui était serré. On a fait un bon combat, mais je l'ai remporté. Contre Luigi, c'était serré aussi, mais je le remporte à la majorité de la décision, parce qu'il y avait un arbitre qui avait donné match nul. Je pense que c'est ce côté-là, en fait, de faire des combats limites. Et en plus, après de perdre le dernier rapidement, je pense que ça n'a pas été en ma faveur. Après, ce qui a été en ma faveur, c'est l'UFC Paris. Et l'UFC avait déjà dit, avant même qu'il y ait l'UFC Paris, s'il y a l'UFC Paris, on re-signe Fares, c'est sûr. D'accord, il t'avait donné ce ça signe. dans le mail. Ils ont libéré Fares, il peut faire ce qu'il veut. Mais si on va à l'UFC Paris, on le re-signe. Donc je dis ok, ça marche. Après mon manager, il me propose le Bellator. Il me dit que tu vas aller au Bellator pour plus d'argent. Je réfléchis au début parce que c'est vrai qu'il faut de l'argent, il faut remplir les caisses. Après je lui dis franchement non. Je dis on verra ce qui se passe avec l'UFC. Et je crois… Après j'étais annoncé cut sur les réseaux. Et le lendemain, mon manager il me dit que je vais être re-signé. Parce que lui, il est sur place, il est aux États-Unis. Du coup, il a vu le matchmaker, Sean Shelby. Il a négocié avec lui, il a dit Fares, il prend n'importe qui, il est prêt et tout, machin. Il a dit ok, on va le re-signer. Et j'ai pris mon mal en patience jusqu'à re-signer ce contrat. Voilà. Qu'est-ce qui t'a le plus étonné quand tu es arrivé justement dans ta nouvelle maison, l'UFC? Ouais. La première fois où tu as vu l'UFC de l'intérieur? Parce qu'on ne voit pas la machine que c'est. En fait, c'est le professionnalisme de l'UFC. L'UFC, ils font tout pour que tu sois performant en fait, le jour J. C'est-à-dire qu'ils vont s'occuper de tes repas, ils vont avoir des thérapeutes. En fait, c'est l'organisation. Après, ils ont beaucoup de moyens aussi. Et c'est ça qui fait que… C'est ça qui m'a étonné en fait. C'est toute cette organisation, toute cette logistique qu'ils ont. Et bah, c'était étonnant, c'était beau à voir, quoi. Tout glisse en fait. Ça glisse roule. tout seul. Ouais. En fait, à chaque fois qu'on arrive à la Fight Week avec mon équipe, on dit ouais, on est déjà au combat. En fait, ça passe vite, ça passe bien. Tu fais le poids. Tu vois, c'est réglé en fait. Tu sais que le mardi, tu vas faire… c'est ta journée où tu as un peu de médias, où tu dois signer les posters, récupérer tes équipements. Le mercredi, tu auras peut-être 2-3 interviews. Après, le jeudi, on te laisse tranquille, sauf si ils veulent te faire des interviews. Tu fais ta perte de poids. Le vendredi, tu fais le poids. Et après, voilà, le face-à-face, le combat, tu rentres chez toi. Ça passe vite, tout le temps. Il n'y a pas de flottement, ouais. Ouais, non, ça… Ouais. Et parce qu'en même temps, c'est une grosse machine, mais qui t'écrase pas en fait, non? Je sais pas ce que tu en penses. En fait, elle peut t'écraser à travers la pression qu'elle peut te mettre. Parce que parfois, l'UFC, ils te mettent des match-ups pas faciles. Et en plus, ça dépend où tu vas. Par exemple, en vrai, moi, je m'en rends pas compte, mais c'était pas facile ce combat. C'était un adversaire solide. Il a failli mettre KO Topuria. Topuria, et voilà, il va combattre pour la ceinture des 66 kilos. Il est chez lui à Londres. Il y a Edwards dans son coin. Donc pour lui, il y a plus de hype et il y a de la pression pour lui aussi, je pense. Mais voilà, il est chez lui, il est tranquille. Comme moi quand j'étais à Paris, en fait. Quand tu combats à domicile, t'es bien. Tu vois, Donc, ouais. Tu ressens cette pression, toi, quand t'es pas à domicile ou quand t'es… Non, en vrai, je m'en fiche, tu vois. Mais ouais. Mais t'es porté, en fait. Tu peux être porté par ton public. Ce qui fait peur, c'est les décisions quand t'es à l'extérieur. Parce que, voilà, ils veulent pas faire perdre leur gars, quoi. Oui, t'as cette pression-là. Voilà, tu dis si ça va la tout. décision. Ouais, voilà. Faut bien faire la diff. T'as eu peur hier avant la décision ou pas? Non, j'ai pas eu peur. Franchement, il m'a rien fait. Même contre la cage, en vrai, il faisait rien. Je me suis dit, je l'ai emmené 2 fois au sol, mes couilles étaient plus nettes, je lui ai fait mal à la jambe. Je savais que j'avais gagné. J'avais juste envie de mieux gagner, quoi, c'est tout. Mais j'ai gagné, donc c'est l'essentiel. Il y a des vols aussi parfois. Ah, il y a des vols, ouais. Ah, il y a des vols, il y a des combats, ils sont limites, et ils les donnent à d'autres qu'on comprend pas. Des fois, en fait, on comprend pas comment ils jugent les combats. J'ai l'impression que maintenant, ce qui marche le plus, c'est les frappes significatives. Je pense que c'est ça qui compte le plus. Tu peux mettre, on va dire, allez,
10 frappes significatives et tu en as pris 2, mais que l'autre t'a fait un takedown à la fin et t'a contrôlé une minute, bah, y a moyen que c'est celui qui a fait les frappes significatives qui gagne le round. Je ne sais plus trop comment ils regardent ça. Ils ont retiré un peu du poids à la lutte, ouais. Même en amateur, ça s'est vu. Parce qu'en fait aussi, je pense, hein, à mon avis, ça devenait trop facile pour les lutteurs. Genre, ils t'emmènent au sol, ils te contrôlent et ils font rien. Et ils gagnent leur combat comme ça. Peut-être c'est ça qui a fait que ça a changé. Et toi, justement, ta lutte, comment tu la bosses? Est-ce que tu bosses que de la lutte spécifique? Tu bosses aussi en mode lutte? Moi, je bosse beaucoup la lutte contre la cage. Parce que c'est ce qui arrive le plus souvent. Après, on va travailler un peu dans l'opening, c'est-à-dire au centre de cage. Mais ce que j'ai plus bossé, c'était contre la cage. Parce qu'à chaque fois, moi, mes adversaires, ils m'emmènent contre la cage. Ils me mettent la pression, ils mettent la pression. Moi, des fois, j'accepte un peu trop la pression, parce que je me sens à l'aise, en fait, comme ça. Et quand on arrive contre la cage, c'est là qu'ils tentent leur lutte, leur technique, tout ça. Donc, j'ai beaucoup bossé ça. C'est un aspect qui te… Parce qu'on te connaît comme un striker. Ce que tu donnes à voir, c'est du striking. Mais est-ce que la lutte te plaît moins? Est-ce que tu voudrais travailler ou tu travailles peut-être déjà sur de la lutte plus offensive? Qu'est-ce que tu fais de ce côté-là? Ouais, j'ai travaillé mes attaques. Je dois en travailler d'autres parce que maintenant, je fais à peu près les mêmes attaques. Elles marchent, mais ça va être facile à défendre, je pense, pour les prochains adversaires. Parce qu'ils vont le voir. Je l'ai fait à Paris, je l'ai fait là ce soir. Donc je dois travailler un peu plus mes attaques. Ouais. Mes défenses, ils sont bien. Après, il faut que je travaille un peu plus peut-être mes sorties de cage avec mon striking derrière. Mais mes attaques en lutte. Ouais. Moi, j'aime bien la lutte. J'aime bien les entraînements de lutte. Arriver, tu mets le protège dans les mitaines et on lutte. Je kiffe ça. Ouais. Je préfère même mieux ça qu'à boxer. Ouais. Depuis quand Depuis 2-3 ans, je préfère lutter, grappler que boxer. D'accord. C'est une question peut-être de lassitude, non? Ce qu'on aime, c'est la variation, c'est quoi tu dirais? Moi je dirais c'est, je sais pas, la préhension, lutter, le rapport de force, tout ça j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Surtout que je me sens progresser aussi. Donc c'est ça qui me pousse encore plus. C'est un nouvel aspect de ton jeu quoi, qui peut être intéressant. Ouais. Exactement. Surtout que tu as le temps en fait, tu as des années, tu as une grosse marge en fait vu ton âge. Ouais, je pense que j'ai encore de la marge sur pas mal de choses. De toute façon, moi, je me suis dit j'arrêterai quand je serai champion. Donc il y a encore un peu de temps devant. Vous êtes 2 Français dans la catégorie, avec Benoît donc. Ouais. Et vous avez à peu près le même âge, il a peut-être 1 an de plus? Je crois qu'il a 1 an de plus. Ouais, c'est ça, ouais. Et vous connaissez pas mal, vous voyez de temps en temps, vous étiez à la BTT tous les deux, enfin tu étais là-bas aussi à un moment. Donc ça fait quoi d'être 2 Français comme ça? Parce qu'en même temps, tu as une solidarité, tu as une fraternité, mais tu as aussi une concurrence, quelque part, forcément. Ouais, forcément. Hein. Ouais. Ça, de toute façon, on le sait tous les deux, je pense. Moi, déjà, ce que j'aime bien chez Benoît, c'est son agressivité dans ses combats. C'est un guerrier, il y va à fond. Ça, c'est un truc que je dois développer chez moi, que je prends en exemple chez lui. Parce que lui, il est agressif, il y va, il finit ses combats. Moi, je manque un peu de ça, d'agressivité. Je suis un peu trop dans le contrôle, dans la gestion. Après, ce qui est bien, c'est que, regarde, tu vois, il a gagné juste avant. Ça m'a motivé parce que de 1, c'est quelqu'un que j'apprécie. Du coup, il a gagné, c'est un Français, ça motive. Et en plus, il y a un peu de concurrence, c'est un lightweight. Mais après, il n'y a pas de mauvaise concurrence, tu vois, entre nous. Je me rappelle que l'année dernière, il y avait des rumeurs comme quoi des médias, ils ont dit que j'étais prêt à affronter Benoît pour avoir un nouveau contrat, ce qui a été complètement faux. On en a discuté tous les deux. Après, lui, il a dit en interview ouais, non, il n'y a pas d'intérêt à qu'on combatte l'un contre l'autre. Et il a tout à fait raison, on n'a pas d'intérêt, on n'est que 2 Français dans la catégorie. Il y a au moins maintenant, je pense, au moins facile 85-90 combattants lightweight à l'UFC. Donc voilà, mais après, si un jour on fait un main event tous les deux pour une ceinture, ça serait beau. Mais pour l'instant, on est des collègues. Même si un coup cet été, je vais aller le voir, on va s'entraîner ensemble. Donc il n'y a pas d'envie de combattre contre lui ou d'avoir de la mauvaise concurrence. Non, il faut qu'on se tire vers le haut.
Parce qu'il y a des lightweights à aller taper, là, il y en a plein. Donc il faut qu'on cède, qu'on s'élève vers le haut, qu'il me donne un peu de son agressivité, ses techniques de lutte, que je peux lui donner mon pied-point, que je peux, voilà. C'est ce qu'il faut, c'est ce qui fait évoluer le sport en fait. Et en plus, même si un jour on fait un main event ou je sais pas quoi, on n'est même pas obligé de s'affronter en vrai, tu vois. Donc. C'est-à-dire? En vrai, pourquoi affronter quelqu'un que tu apprécies, que tu tires vers le haut, que tu t'entraînes avec lui? C'est beau pour l'UFC, c'est beau pour les gens, ça fait une belle histoire. Après, on combat l'un contre l'autre, mais ça gâche d'autres choses en fait, tu vois. Par exemple, Francis Ngannou-Selgan, c'est une histoire différente, on va dire. Mais s'ils avaient été amis, qu'ils avaient passé plus de temps ensemble, je pense que ça n'aurait pas été pareil. Ça aurait gâché leur histoire en fait à eux deux. Ça aurait gâché leur. C'est pas comme si Benoît et moi on était ennemis, tu vois. Ça n'a rien à voir. Oui, voilà. C'est clair. Et toi justement, tu es dans quel état d'esprit quand tu affrontes quelqu'un? Parce que tu parlais d'agressivité, Ouais. C'est ton surnom c'est Smile Killer. Ouais. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est un peu à l'opposé de Benoît. Benoît c'est God of War. Ouais. Donc c'est un peu vous êtes un peu l'inverse. Et toi tu es un styliste en striking. Technicien, ouais, je suis plus technicien. Ouais. Lui c'est juste un tueur, il veut te découper la tête en fait. C'est ça, il te fonce dessus. Ouais, c'est ça, char d'assaut. Et mais par contre, vous êtes tous les deux, vous avez un caractère aussi pas si éloigné que ça en fait, dans le fond. Ouais, après Benoît c'est un bon gars, hein. C'est un bon gars, mais je pense que… Vous jouez pas la comédie tous les deux, je veux dire, vous êtes naturel. Ouais, non, ça sert à rien. Il faut rester soi-même, il faut être humble et il faut pas prendre la grosse tête, faut rester soi-même en fait. De là où on va… Après, Benoît, je sais qu'il est croyant aussi. Et moi aussi, je suis croyant dans ma religion. Et on sait tous les deux là où on va finir, tu vois. On sait que on profite, on prend tout ce qui vient dans cette vie, mais on pense aussi à l'après-vie. C'est pour ça qu'avoir un bon comportement avec les gens, être poli, correct, rester humble, c'est des valeurs à transmettre et c'est ça qui restera au final. C'est ça justement, quand tu parlais, tu me disais vous n'êtes pas obligé de vous affronter. Ouais. Je pensais à ça justement, c'est-à-dire que tu as des valeurs humaines que tu vas mettre au-dessus. Moi, ouais, voilà. Personnellement, chaque choix que j'ai fait dans ma carrière ou dans ma vie, c'est par rapport à mes valeurs. C'est par rapport à… Mes valeurs, elles valent mieux que de l'argent, Mes principes et mes valeurs, c'est quelque chose qui me fera pas changer. On parle de valeurs, le dopage. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui ravage le MMA comme les autres sports? Bien sûr, bien sûr. Le dopage, je suis totalement contre. Pourquoi? Parce que en fait, moi, ce que je pense à quoi, c'est les gens, ils vont se doper pendant des années pour être performants. Mais déjà, après, ils vont gâcher leur santé. Il y a plein de combattants qui sont morts assez jeunes à cause de ça. Mais en plus, c'est de la triche. C'est de la triche par rapport à d'autres combattants qui ne se dopent pas. Par exemple, moi, ça fait 3 ans, je prends des protéines et tout. Avant, je ne prenais rien, ni BCA, je faisais juste de l'eau, du miel, du citron, des trucs comme ça. Mais ouais, c'est de la triche, c'est pas honnête. Mais maintenant, nous, on le sait, qu'il y a beaucoup de combattants qui sont dopés, beaucoup. Et en plus, on sait qu'il y a différentes méthodes de dopage. Il n'y a pas que les stéroïdes ou les anabolisants. Maintenant, on a pu le voir, il y a certains qui prennent de l'aspirine pour avoir plus de cardio, d'autres ils prennent d'autres choses. Ça les regarde s'ils n'ont pas de valeur comme ça. Après, peut-être qu'ils se disent, vu que tout le monde est dopé, je me dope. Mais c'est pas correct. Même moi, genre, je préférais pas me doper déjà pour pas tricher, parce que je suis pas un tricheur, et aussi pour préserver ma santé. Et tu vois, il faut penser à ça. Un jour, tu combattras plus, tu vas faire quoi? Tu vois, tu vas continuer à te doper, tu vas créer des maladies dans ton corps. Non, ça sert à rien. Oui, c'est un mauvais calcul à tous les niveaux en fait. Non, en fait, ils pensent qu'au moment présent. Mais beaucoup de gens pensent au moment présent. Moi, je vois à long terme, Puis même, comme je t'ai dit, tu vois, mes valeurs, ça vaut pas le coup de se doper et que l'autre en face, il n'est pas dopé. Tu vois,
On se met d'accord, on se dope tous les deux, on signe, si tu veux, mais sinon, laisse tomber. Et est-ce que tu penses toi, est-ce que tu dirais qu'il y a une vraie lutte contre le dopage? Quand tu regardes vraiment froidement les choses, comment ça se passe et tout, est-ce que c'est pas de la flûte un peu tout ça? Je pense que l'USADA devrait faire des tests sanguins à chaque fois, pas urinaires. Parce qu'en fait, à l'urine, on ne voit pas tout. Ils font souvent urine. Bon, là, moi, ça fait février et là, dernièrement, j'ai fait sanguin et urine. Ils sont venus me prendre le sang et l'urine. Mais moi, je pense qu'il faut faire sanguin à chaque fois. Comme ça, ils voient tout et ils savent, surtout que c'est des petites doses, quoi. Ils devraient faire sanguin. Sanguin et puis même un diagnostic complet, tu vois, parce que c'est des médecins qui vous prélèvent et on ne leur demande pas d'exercer leur métier, c'est-à-dire de faire un diagnostic, parce que tu as plein de signes morphologiques, psychologiques. Bien sûr, bien sûr. Après, ils devraient soit faire tous les mois et ils viennent comme ils veulent, comme ils font, parce que des fois, moi, pendant 2-3 mois, j'aurai pas de test. En fait, c'est eux qui décident. Mais après, ils ne vont pas tester parce que ça fait 10 fois qu'ils viennent, ils voient qu'il n'y a rien, tu vois. Mais après, il y en a aussi, par exemple, moi j'habite en France, c'est facile de venir me tester. Mais les gens qui habitent dans les montagnes, parce qu'on peut se localiser où est-ce qu'on veut en fait. Est-ce que c'est facile à les tester ces gens-là? C'est ça aussi le truc. Et enfin, tu vois, tu prends quand même un produit dopant, c'est le miel. Alors, t'as quoi? Parce que j'ai vu, t'as une ruche, t'as des ruches. Ouais, comment c'est venu ça? J'ai 3 ruches. C'est venu avec un ami qui est là d'ailleurs. On s'est lancé ensemble, on a acheté notre première ruche ensemble parce qu'un ami à nous avait fait l'école d'apiculture. Il nous expliquait comment les abeilles c'était. Et nous, on a dit, en gros, ça c'est super en gros. C'est fascinant. On s'est dit la création, comment c'est fait, c'est parfait quoi. Et du coup, on s'est lancé dedans. On a pensé aussi au miel parce qu'on aime trop le miel. Et voilà, donc j'ai des ruches qui ont fait du miel de toutes fleurs cette année et du miel de lavande, parce que je les ai bougés à la lavande. Et voilà, moi tous les matins je prends une cuillère de miel à jeun. Je me fais aussi des tartines ou des smoothies, ou même mes flocons d'avoine, je mets mon miel. Tu récupères le propolis? Je récupère un peu le propolis, je récupère un peu la cire aussi, parce que tu sais, on met des cadres. Et ils sont déjà cirés, les cadres. Après, elles les gaufrent. Mais j'avais enlevé 2 cadres et elles ont fait de la cire naturelle. Elles ont rempli de miel en plus. Et ouais, c'est trop bon. En plus, le propolis, il y a plein de bienfaits pour la santé. En plus, en fait, le propolis, c'est quoi? Les abeilles, elles mettent ça pour éviter que les maladies elles rentrent dans la ruche. C'est une protection pour elles contre les maladies. C'est leur antiseptique, antibiotique et exactement. Une panacée, quoi. Ouais. Est-ce que tu es du genre, est-ce que tu es dans l'action? Le combat, c'est de l'action et tout, mais est-ce que tu es du genre aussi contemplatif? C'est-à-dire? Est-ce que tu aimes bien, tu médites par exemple? Est-ce que tu vois, parce que les abeilles, justement, c'est fascinant, tu les regardes travailler, tu dis la nature, elle est folle, elle est incroyable. Ouais, je médite beaucoup. Je médite beaucoup sur la nature, sur plein d'autres choses aussi, sur l'être humain. Il nous fait bien méditer, l'être humain. Mais ouais, je suis quelqu'un de posé, qui réfléchit. Mais mais ça va, quoi. Il n'y a rien de fou, quoi. Oui, tu n'es pas tourmenté. Non. Ah ouais. Et cette stabilité-là, tu la dois, tu penses à quoi? Ta nature, ton environnement familial? Oui, mes parents. Mes parents, c'est eux qui m'ont éduqué. C'est eux qui m'ont appris ces valeurs, ces principes. Ils m'ont toujours dit de rester humble. Parce qu'à l'époque, quand on était jeunes, on gagnait des compétitions. On était un peu les champions de la salle, tu vois, avec mon frère. Genre, on était champion de France de K1, champion de France de kick. On faisait tout, en fait. Et je me rappelle, mon beau-père nous disait toujours « restez humble, faites pas les cow-boys, restez humble, restez humble, restez humble, parce qu'un jour la roue elle tourne, ou ci, ou ça. » Et on l'a écouté, en fait. On l'a écouté, on est resté humble, travailleur. Et voilà, comme il nous a dit, plus tard on va être récompensé et c'est ce qui marche là. On est récompensé. Quand tu étais petit, tu voulais, j'imagine, pas être combattant de l'UFC ou casser des gueules dans la cage ou
Tu te voyais comment? Ou peut-être, Marc Quand j'étais, alors avant que je fasse du sport de combat, je voulais faire, alors au début, je voulais faire médecin. J'avais dit ça à mon médecin. Parce qu'en vrai, à l'école, j'étais pas mauvais. Mais quand je me suis mis dans le sport, j'ai commencé à devenir mauvais parce que je m'entraînais tous les jours. Je travaillais plus en fait à l'école. Mais je m'en sortais jusqu'à avoir, il y a 2 ans maintenant, j'ai eu ma licence TAPS. Donc j'ai pas lâché quand même. Mais ouais, je me voyais médecin. Même en STAPS, en fait, je voulais faire la passerelle kiné. J'avais demandé la passerelle kiné. Et je sais pas si j'avais signé encore à l'UFC ou pas. Mais j'avais dit si je fais kiné, j'arrête le sport. Mais au final, j'ai pas été pris à l'école de kiné. Et je m'entraînais. Tant mieux. Voilà. le destin. Voilà. Tu crois au destin? Oui. Pour moi, le hasard n'existe pas. Pourquoi? Parce que déjà, comme je t'ai dit, je suis pratiquant. Et je vois des choses, quoi. Je sais que le hasard n'existe pas. Tout vient en plus au bon moment. Dans la vie, il faut être patient. Des fois, quand on veut trop griller les étapes, on se brûle. Comme on dit, si tu t'approches du feu, tu vas te brûler. À force de jouer avec le feu, tu vas te brûler. C'est pareil. Il faut être patient, il faut attendre le bon moment. Et quand ça vient, ça vient. Et si ça ne vient pas, cherche un autre moyen pour que ça vienne. Voilà. Et alors, tu es dans la KT Rennes. Ouais. C'est les moins de 110 kilos aujourd'hui. Avant, c'était les 93 à l'UFC. Ouais, tu avais toutes les stars. Maintenant, c'est les 70. Ouais. C'est là où tu as le plus d'opposition. Toi, comment tu te projettes là-dedans? Parce que, en gros, dans le top 10, tu n'as que des blazes, tu n'as que des noms. Comment tu te projettes? Est-ce que tu t'imagines avec tel combattant? Tu te dis, dans 1 an, j'aimerais bien prendre… Tu planifies un peu ça ou tu… Oui. Ouais. Oui, je planifie tout ça, mais je veux encore je sais que j'ai de la marge de manœuvre encore. Parce que voilà, tu vois, dans mes combats, ça se voit que je peux encore. Donc, le jour où je vais avoir vraiment le vrai déclic, tu vois, où ça va tout sortir tout seul, là, ouais, je pense que je pourrais prendre n'importe qui. Tu sens que, par exemple, tu dis le vrai déclic, c'est-à-dire qu'il y a des choses que tu sors en sparring et tout, que tu veux absolument montrer dans la cage. À quel point tu vois ça ou Non, même en sparring, je suis un peu comme ça. Ça dépend quand. Quand je m'approche du combat, je deviens beaucoup plus agressif encore. Mais en fait, je sens, même dans le combat, que je peux faire encore plus. Par exemple, hier, je suis sorti pas fatigué de la cage, tu vois. J'étais pas… Au 2e round, j'ai eu un petit coup de mou. Parce que j'ai tenté de lutter un peu, ou il m'a lutté, il y a eu des choses. J'ai eu un petit coup de mou, mais au 3e round, c'est remonté, le pic, il est remonté. Et j'ai senti que j'étais pas fatigué, tu vois. Et quand je parle de déclic, c'est… À l'UFC Paris, je l'ai eu, tu vois, un peu. Mais j'aurais pu encore finir, mais j'étais KO, par contre, au 3e round. Mais quand je vais me lâcher vraiment, boum, 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 je vais toucher le gars, que je vais le mettre KO, tout ça, après, ça va rouler tout seul. Ça va rouler. Je le sais, j'ai confiance en fait à mon niveau parce que j'ai tourné avec Michael Chandler, j'ai tourné avec des tueurs, avec Burns. Je sais où j'en suis, tu vois. Donc l'avenir ne me fait pas peur. Il y a des mecs qui t'ont surpris ou pas, avec qui tu as tourné par exemple? Oui. Ouais. Oui, Khamzat Chimaev déjà, très solide. Burns aussi, il a un sol de fou. Et voilà, à peu près, c'est eux deux qui m'ont le plus choqué. Tu suis sinon un peu les autres KT à l'UFC ou pas? Est-ce que tu as des combattants justement qui soit vont t'inspirer, soit vont te dire « Ah là, techniquement, c'est pas mal, est-ce que je peux peut-être tester ça ?» Tu es à l'affût un peu de ça ou pas? Il y a Adesanya, déjà que je suis. Khamzat, Islam, tout ça, ça c'est ma catégorie. Mais c'est surtout eux et je regarde beaucoup la catégorie 61. 61 kg, j'aime bien, c'est une belle catégorie, il y a du monde aussi. Donc c'est ces 2 catégories que je regarde là. Les 77, j'aime bien Edwards, j'aime bien son style, mais je ne regarde pas trop les 77. C'est vraiment ma caté, et sinon c'est 84 et 61. Et à l'UFC Paris alors, qu'est-ce que tu attends comme combat? Et qu'est-ce que toi tu voudrais y être, tu veux pousser pour y être? Hier, mon manager m'a appelé, il m'a dit « Est-ce que tu veux combattre à l'UFC Paris ?» Je lui ai dit « Of course ». Après, on verra en fonction de mon pied. Si je vais bien d'ici une semaine,
Je sais pas, je leur ai dit je suis prêt pour n'importe qui. Hein. Franchement, je m'en fiche, ils mettent n'importe qui en face. Tant que j'ai mon combat, je fais mon combat, je me libère devant le public français, je mets un KO devant le public français. Et après, je ferai ça à la caméra et c'est bon. Tu peux... On va passer à l'interview de Yanis. Ouais. Tu peux nous le présenter? Yanis? Ouais. Yanis, je l'ai connu quand j'avais 17 ans. Ça va faire bientôt 10 ans qu'on se connaît. Il m'a accompagné dans mes premiers combats, pratiquement tous mes combats en MMA, en fait, il était là. Que ce soit pour la préparation ou dans mon coin. Il a toujours été là. Il est toujours venu. Moi aussi, j'ai toujours été là pour lui. C'est un athlète de haut niveau, Yanis. Sa vraie catégorie, c'est les 61. Ces derniers temps, il a fait beaucoup de combats à 66, mais c'est un 61 kg. Il a un physique très puissant, il est très solide, il a du mental, il a beaucoup de finish. Il est à 12-1. Je ne sais pas ça fait combien d'années qu'il est invaincu, mais ça fait beaucoup de temps. Et à l'UFC, il va briller. En tout cas, c'est tout ce que je lui souhaite. Et son adversaire de Paris ne me fait pas peur. Je pense qu'il va le finir. Et alors, pour finir là-dessus, sa pire qualité et son meilleur défaut? Sa pire qualité ou sa meilleure qualité? Sa pire qualité. C'est qu'on rigole trop. Tous les deux, on n'est jamais sérieux. Ça, c'est sa pire qualité, c'est qu'on n'arrive pas à être sérieux. Et son meilleur défaut, meilleur défaut, franchement, il n'en a pas trop, mais c'est quoi? C'est un vrai ami si tu as du mal à lui trouver un défaut. Ouais, franchement, c'est chaud. Hein. Un défaut marrant, tu vois, un truc qui te fait… Tu sais, une habitude, on a tous des habitudes à la con. Ouais. Ou des… Putain, mais il fait quoi, lui? En fait, je rigole trop avec lui, tu vois. On rigole tout le temps. Je pense que c'est ça, on n'est pas sérieux. Et il y a des moments de sérieux où je vais être sérieux et il va me sortir une blague et je vais rigoler, tu vois. Alors qu'il faut être sérieux. Tu vois, c'est un coup, là, on a une interview, on parle et derrière, il va me faire une blague et je vais rigoler. Je pense que c'est ça. Après, il est tout le temps là pour moi, tout le temps on rigole, on s'appelle tous les jours au téléphone. Non, c'est un vrai frère, Yanis. Voilà. Super, Fares. Écoute, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Moi, je sais ce qu'il va dire pour moi, pour mon il va dire quoi? Il va dire mes retards. Je suis tout le temps en retard. Try the ball, now I never fumble. I'm the MVP, now I feel like Russell. Feel like John Morant, need a triple double. Told him check the stats.